Et une fois que tu l'as, l'inspiration, une fois que t'es motivé, une fois que t'as joué à je sais pas quel jeu vidéo, que t'as regardé Naruto, que t'es bien, est-ce que t'as besoin d'y rejouer tous les jours et créer cette addiction? C'est comme si un mec regarde que tes vidéos toute la journée, ou que mes vidéos, ça reste du divertissement, tu vois. Tu sais, dans motivation, il y a motive, mais il y a action aussi. Si le mec il a que motive, bah, ça sert à rien. J'ai genre été dépressif pendant 1 an et demi peut-être. Genre sur le coup, je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, genre en une semaine. Il y a des moments où tu t'autorises de chialer parce que c'est intenable et tout. Et il y a des moments où tu te l'interdis. Si quelqu'un de ta famille vient de mourir et que tu vis un gros deuil en ce moment, prépare-toi pour 1 an et demi, peut-être 2 ans, peut-être plus, où tu vas forcément être triste. Tu peux pas ne pas être triste. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la tristesse? C'est ça qui est important. À partir de l'émotion tristesse, tu peux pleurer, manger de la glace et regarder des films tristes, mais tu peux aussi pleurer, faire des pompes et créer une chaîne YouTube. Et ça n'empêche pas que t'es triste, ça n'empêche pas que tu pleures. J'ai l'impression d'avoir fait un sprint qui a la durée d'un marathon en fait, parce que pendant que j'ai fait cette chaîne YouTube, j'ai fait 3 vidéos par semaine, toutes les semaines, et j'ai jamais lâché, et j'ai fait que ça. Maintenant je me retourne et je me dis waouh, j'ai fait tout ça, on est 100 000 en quelques mois, et c'est mieux de se dire ça que de se dire ah je suis content, je suis plus triste. Mais y a rien, tu vois. Salut Lohan. Salut. Un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Plaisir partagé. Dis-moi, comment s'est passée la route pour que tu arrives jusqu'ici aujourd'hui? Super sujet pour commencer effectivement. Du coup, je viens des Vosges et mon Blablacar me dépose à la sortie de l'autoroute. Ouais. Je vois j'ai 1 heure de marche et je vois j'ai 1 heure pour arriver au podcast. Donc je me dis tranquille, je vais marcher, ça va faire du bien. La routine, sortir, le soleil, machin. Donc j'y vais. Les 40 premières minutes se passent bien, je traverse des villes et tout, des petits villages et tout. Et là, j'arrive face à une montagne. Et Google Maps, il n'y a plus de chemin. Il y a juste une direction. Et vraiment, il n'y a plus du tout de chemin sur Google Maps. Il y a juste la direction en gros. Et du coup, je m'enfonce dans la montagne, je traverse plein de petits chemins, de petits sentiers, je me prends des toiles dans la gueule, des sortes de thé avec des petites araignées. Il y a des, je sais pas si tu vois ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas des animaux, mais c'est des petits trucs, des petites espèces de boules qui piquent, qui s'accrochent à tes poils. Ouais. Et j'en ai eu mais plein partout. Putain, tu m'étonnes. Tu m'as dit que t'as traversé des forêts et tout. Oui, mais il y avait un moment dans la forêt où le sentier était tellement petit que genre en fait c'était un renfoncement comme ça, et j'avais la place que pour mettre un seul pied, je pouvais pas être 2 pieds à côté, donc franchement, comme on dit tout à l'heure, ce podcast, tu l'auras bien mérité. Ouais, c'est ça. T'es arrivé à destination à peu près à l'heure en plus qui était prévue. Là il est 11h42 du matin, donc c'est parfait, t'as pu te changer, on a discuté un petit peu, ça fait peut-être 3 quarts d'heure qu'on s'est rencontrés. À peu près. Je vais parler rapidement de la manière dont on s'est rencontrés, dont on est entré en contact tout simplement. C'était un abonné à moi qui m'avait repartagé un message que tu avais publié sur ta chaîne dans l'onglet communauté, dans lequel tu invitais en fait les créateurs de contenu, s'ils avaient un podcast, potentiellement si ça les intéressait de t'inviter en fait tout simplement. Donc on m'a repartagé ça, comme quoi peut-être que le feat pourrait être intéressant. J'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. Je te connais depuis quelques mois, j'ai vu apparaître tes vidéos, là t'as pris vraiment un pic en termes de popularité, t'approches les 100 000 abonnés, c'est ça? Ouais. Ok, et ça fait combien de temps que t'as lancé cette chaîne? Fin décembre. Ok, bientôt 1 an. Ouais. Ok, incroyable. Franchement, félicitations pour ça. On en parlera après, processus de travail, tout ça. J'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. Mais ouais, je voulais revenir à notre tout premier appel. Et tu m'as parlé tout de suite du fait que tu connaissais la chaîne du coup, et tu suivais principalement un orateur. Est-ce que tu peux nous citer lequel? David Goggins, qui est juste là, je sais pas si on voit. Exactement, ouais, on le voit pas, mais il est derrière, etc. De toute façon, toute la communauté est au point là-dessus. Qu'est-ce que tu trouves en David Goggins qui te parle en fait? Déjà, j'adore la voix française. Premier truc. Ça fait plaisir. Quand je t'ai eu au téléphone et que j'ai entendu la voix de David Goggins, j'étais choqué, j'étais en mode waouh, mais c'est le mec qui fait la voix en fait. Je pensais que genre tu payais un mec sur Fiverr ou un truc comme ça. Et j'aime bien le côté, discipline, mais discipline vénère, tu vois. Ouais. Ou tu sais les punchlines un peu, qui va porter, enfin, je sais pas si t'as traduit ça, qui va porter le bateau, tu vois. Bien sûr. les grosses punchlines, où t'es sous la barre des développé couché, ou t'es en train de taper dans le sac et t'en peux plus, mais tu repenses à ça, tu te dis non mais le mec, il a fait, même là pendant que j'étais en train de venir sur le trajet, tu vois, le sentier,
j'avais chaud, je suais de partout et tout, mais je me disais, mais oui, mais David Goggins, parce que pareil, j'avais dormi 1 heure cette nuit, donc oui, bah au Navy Seal, c'est exactement ce qu'il a fait, Goggins, tu vois, il dormait 1 heure pareil. Magnifique. Magnifique, dans toute la semaine d'ailleurs. Ouais. Ok, ça fait longtemps que tu suis ce genre de contenu, tout Pas ça, du dev tout. perso. Pas du tout. Alors David Goggins, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Elian qui m'en a parlé il y a 4-5 mois. Donc j'avais déjà lancé la chaîne à cette époque-là. Ok. Et on avait regardé une de tes vidéos du coup. Et moi j'avais kiffé le truc. Et j'ai regardé toutes les vidéos que t'as fait sur David Goggins. Mais non, ça fait vraiment pas longtemps que je connais ce mec-là et que je connais un peu tout cet univers, tu vois, ça fait pas longtemps. Ok, super. Donc ouais, t'as dit ça fait à peu près 1 an que t'as lancé ta chaîne YouTube. Ouais, plutôt 7 mois. 7-8 mois. Bientôt 1 an, ok, ouais. Pas tout à fait 1 an, Ouais. mais ça fait bien plus longtemps que ça que tu es sur YouTube, Ouais, que tu gères des chaînes YouTube, que tu es dans ce domaine-là. Raconte-nous un petit peu ton parcours sur YouTube, où est-ce que ça a commencé, comment tu t'es lancé, comment t'es arrivé sur la plateforme, que t'as commencé à créer du contenu, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce genre de travail, sachant que ça fait, je vais te laisser donner la durée. Ça va bientôt faire 10 ans, ouais. Incroyable. 10 ans. Donc j'ai commencé justement à 10 ans, j'étais en 6ème, et avant ça, je faisais déjà, il y avait le caméscope de mon père où je faisais déjà des petites vidéos, tu devais connaître Norman, Cyprien, tout ça, Ouais. et je faisais comme eux, et j'essayais de faire mes propres montages, et un jour j'ai posté ça sur YouTube, donc c'est vraiment le cliché du mec Wow. gênant, c'est un podcast sur la rentrée, c'est vraiment, tu vois, le cliché et tout, mais j'ai vraiment fait ça, Ok. et j'ai fait plein de trucs comme ça. Ah ouais, à 10 ans. À 10 ans, donc évidemment, tu sais, je me fais insulter de partout. Il y avait envoyer ça à What the Cut, envoyer ça à Salut les Geeks, je sais pas si tu connais. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans. Ensuite, j'ai basculé sur un format mixte où c'était. Donc, ça marchait pas trop. Je crois que j'avais genre. En 1 an, j'ai dû avoir 500 abonnés. Ok. Et ensuite, j'ai basculé sur un format mixte qui était du podcast, mais à propos de jeux vidéo. C'est-à-dire. Je parle d'un jeu vidéo et je fais des blagues en mode chronique de jeu. C'est un univers qui est à part avec ces youtubeurs, ce truc-là. Et donc j'arrive dans ce game-là. Pareil, je fais ça 2 ans. Et ça marchait un peu mieux. Je crois que j'avais une petite communauté de peut-être 3-4 000 abonnés, un truc comme ça. Qui attendaient les chroniques toutes les 2-3 semaines. Et c'était un truc rigolo. Donc sur une chaîne que tu avais créée C'est ça. à tes 10 ans du coup. C'est ça. Ok. Et ensuite, ensuite j'ai rejoint la chaîne Trash. Donc d'abord j'étais monteur, et en fait j'étais monteur pour des youtubeurs et j'ai rédigé des scripts pour des vidéos pour des gens, notamment Trash, donc à l'ancienne, c'est-à-dire peut-être 2018 et plus, toutes les vidéos de la chaîne Trash qui parlaient d'histoire, c'était moi qui les écrivais et qui les montais. Et ensuite, on a créé nous-mêmes notre propre chaîne de jeux vidéo avec Trash, donc c'est moi qui m'en occupais vu que j'avais déjà ma chaîne de jeux vidéo et que j'étais déjà chez Trash. Trash voulait faire une chaîne de jeux vidéo. Comment ça s'est passé la rencontre, la collaboration avec Trash? C'était un concours. Un concours, ils avaient fait une vidéo sur leur chaîne Pokémon Trash à l'époque qui avait 500 000 abonnés, un truc comme ça, et ils disaient ils recrutaient des gens dans leur équipe. À l'époque, ils recrutaient 2 personnes et il fallait faire une vidéo un peu en mode drôle où tu écrivais, tu montais toi-même et tu disais les 5 pires Pokémon que t'aimais pas, et t'avais genre des milliers de candidatures et ils les regardaient tous en live. Wow. Et donc c'était les 2 mecs de Pokémon Trash à l'époque, Neoxys et Askens, ils les regardaient tous en live les vidéos. Ils avaient un tableau Excel et tout, et le truc c'est qu'ils regardaient 2 secondes de chaque vidéo parce qu'il y en avait des milliers, tu vois. Genre ils cliquaient sur la vidéo si l'éclairage était un peu moche, si le mec bafouillait un peu, si c'était pas joli, tu vois. Ça jartait direct à la suivante. Ils mettaient, je me rappelle, un tiret quand c'était bien, ils mettaient un V à côté du Excel quand c'était très bien, et à la fin du live, qui a duré jusqu'à 1h, 2h du matin, il y avait 5 V, dont moi, dont ma vidéo à l'époque, et ils en gardaient 2. J'en faisais pas partie. Ils en ont pris 3 au final, dont je ne faisais pas partie. D'accord. Il y a eu un problème avec 2, Wow. qu'ils ont remplacé du coup par les 2 derniers. Sur des milliers de C'est candidats ça. à la base. C'est ça. Qu'ils ont remplacé par les 2 derniers, donc moi j'étais 4ème ou 5ème. Et du coup, le gars qui était avec moi, du coup, qui était 4ème pendant que moi j'étais 5ème, c'était aussi mon pote en plus à l'époque, et du coup on s'est fait recruter tous les 2 en même temps. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de collaborer avec Trash? Comment tu as reçu déjà la nouvelle? Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris que t'étais pris? J'étais trop content. Déjà, à l'époque, il y avait mes copains du lycée qui étaient sur le live et qui m'envoyaient des messages en même temps quand je passais.
Moi je voulais pas voir et tout, j'étais descendu avec mes parents et tout. C'était important pour toi. Ouais, c'était super important pour moi, c'était une des chaînes que je regardais le plus à l'époque. Et du coup j'ai appris ça, c'est un ami que j'avais qui travaillait déjà chez Trash à l'époque, qui m'envoie le lien du serveur Discord de travail de Trash, où je rencontre tout le monde, le patron, le gars et tout, qui me disent bon bah bienvenue, voilà, tu peux commencer à faire ta première vidéo, alors tu pourras pas faire la voix parce que t'es trop jeune et ta voix elle est trop... t'es trop aiguë en gros, et du coup, tu peux écrire, tu peux monter, et dans peut-être 2-3 ans, quand tu auras mûri, quand tu seras plus vieux et que tu auras une plus grosse voix, tu pourras faire les voix sur les vidéos. Ok. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait. C'était du montage à la base. Du montage, du script. Écriture et montage, ouais. D'accord, ok. Ça a duré combien de temps? C'est encore le cas aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, ça a duré 1 an et demi. Ensuite, on a créé Trash Bandicoot. Ah non, je dis n'importe quoi. Non, si, 1 an et demi. Ensuite, on a créé Trash Bandicoot en 2020, mars 2020, pendant le confinement. Ok, ça c'est une autre chaîne YouTube? Une autre chaîne YouTube. Okay. Donc là, je m'occupais plus que de Trash Bandicoot. Sur Trash Bandicoot, je faisais toujours la voix, le texte et le montage. J'ai fait ça pour peut-être les 6-7 premières vidéos de la chaîne, c'est moi qui montais tout, qui voiceais tout et qui écrivais tout. Et en fait, c'était assez vite intenable avec les cours et machin. C'est ce que j'allais te demander justement. Exactement, donc on m'a laissé recruter des gens. Enfin, à l'époque, on avait déjà des gens, mais on a recruté plus de monde, plus de gens pour écrire, notamment parce que c'est là où je faisais que ça. Et du coup, j'écrivais plus, enfin si, j'écrivais encore, mais beaucoup plus rarement, plus occasionnellement, sur des vidéos un peu spéciales, un peu difficiles à écrire. C'est moi qui les écrivais. Et sinon, moi je m'occupais principalement plus de la voix et de la gestion, et le montage, j'ai touché plus du tout. Et c'est encore ce qui se passe actuellement en fait. Ok. J'écris vraiment très occasionnellement aujourd'hui. D'accord. Et donc, à partir de... T'as collaboré avec Trash, ça a duré... Ça continue aujourd'hui? Ça continue, c'est encore moi qui fais les voix sur les vidéos, toujours maintenant. D'accord, et il y a bientôt 1 an, 7-8 mois, tu me disais, ouais. T'as ouvert ta propre chaîne. Exactement. Comment l'idée t'est venue d'ouvrir ta propre chaîne, cette fameuse chaîne qui fait qu'on est assis en face aujourd'hui? Exactement, alors, donc pour l'histoire, je quitte mes parents après le lycée parce que je vais aller à la fac, et je vis dans un petit village dans les Vosges où c'est assez commun que... après le bac, tu déménages de chez tes parents pour la fac parce qu'il n'y a pas de grande ville à côté, donc tu te prends un appart. Je vis d'abord à Nancy, où je fais une L1 de maths info, que je réussis. Et ensuite, on me dit, parce que YouTube, parce que tout ça, c'est mieux d'aller à Paris pour le réseau. Donc je poursuis ma L2 à Paris. Et ça a duré 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, j'en peux plus parce que en fait je vis dans le 16e arrondissement, et tu sais on dit ouais non mais Lohan tu vis dans le 16e arrondissement, c'est la classe et tout, mais non en fait c'est les chambres de bonne qu'il y a dans le 16e arrondissement, donc c'est pas les apparts de luxe, c'est genre au-dessus des apparts de luxe où donc 10 mètres carrés que tu payes 500 €, t'es là et donc voilà Et donc là tu mixais, donc tu alternais les cours, les vidéos. Ouais. Et ta vie, et ma vie, et tes amis, et tout le reste. Tout ça, ma copine à l'époque, et en gros, il y avait un endroit en présentiel où je travaillais sur Trash, qui je sais pas si je peux dire le nom, je vais pas le dire, mais c'est en gros c'est l'entreprise qui collabore avec Trash, sur laquelle j'allais après les cours pour écrire les vidéos, parfois pour faire des trucs, il y avait un studio son et tout. D'accord. Donc c'est là-bas que je travaillais parce que je pouvais pas travailler chez moi parce que c'était trop... bruyant. Non, c'était trop confiné et tout. J'arrivais pas à mêler l'endroit où je vivais et l'endroit où je pouvais travailler, parce que c'était super petit. Donc je travaillais là-bas, sauf que c'était dans le 12e arrondissement, donc à l'opposé. Et pareil, moi j'avais ma fac dans le 9-2 à Nanterre. Donc je sais pas si tu visualises un peu la carte de Paris, mais c'est très loin d'un côté et très loin de l'autre. D'accord, ok. Et moi je suis au centre, mais très loin aussi. Très donc bien. J'ai plusieurs heures de transport tous les jours. Ah oui. Intenable de fou. Et puis j'avoue que l'univers YouTube... parce que du coup, vu que j'étais chez Trash et tout, j'étais invité un peu les soirées YouTube, les trucs comme ça. Ça pouvait être par des youtubeurs, par des médias genre d'info divertissement qui organisaient ça. Et on allait faire la fête et tout. Et c'était pas mon délire. Tu vois, je sais pas si t'as fait beaucoup de soirées dans ta vie, mais c'était vraiment les soirées où c'est pour faire genre, t'es là, de l'alcool, des drogues, des trucs comme ça, tu vois tout le monde tu vois des espèces de journalistes qui prennent n'importe quoi, tu vois des youtubeurs qui prennent n'importe quoi, tu vois des youtubeurs qui se piquent à l'héroïne,
truc de fou. Et moi, je suis là dans la soirée, je suis presque là à faire des tours en rond, à dire, parler à des gens, faire salut machin, Ok. parler à d'autres gens, tu vas voir d'autres Attends gens. que ça en se fait, termine en fait. tu te fais trop chier, puis tu te poses Ok. sur un canapé, tu fais un snap et tout. Et en fait, c'est pas mon délire. Je pense même pas que ce soit le délire des gens qui sont dedans, en vrai, je pense qu'on fait tous semblant. Mais bref, c'était pas mon délire, parce que je voulais pas prendre de drogue et tout. À un moment, je voulais prendre des champignons, heureusement je l'ai pas fait. Mais avec un autre youtubeur et tout, bon bref. Et c'est ce lifestyle vraiment très C'est un peu très... chaotique quoi. ouais, dégénéré, complètement fou, qui fait que si tu restes à Paris, soit tu deviens dégénéré, j'ai l'impression, soit tu deviens un zombie, tu sais, dans le métro, comme ça, tu tires la gueule et machin. Et je voulais ni devenir un zombie, ni devenir un dégénéré. Du coup, je me suis dit, bah fuck, je vais repartir dans les Vosges, chez mes parents. Ok. Donc je reviens 2 semaines dans les Vosges. Donc je quitte tout le monde, je quitte mes potes, ma copine, tout le monde. Je suis vraiment tout seul dans les Vosges, très mal, tu vois. Et donc le coup du hasard a fait que je recroise un de mes vieux potes du collège pendant que je me baladais dehors, parce que tu sais, je sais qu'il faut se balader dehors quand tu vas pas bien. Donc pendant que je me balade dehors, je croise un de mes vieux potes du collège qui habite vraiment pas loin de chez moi du tout, on vit sur la même montagne en gros, et je le reconnais, il s'appelle Elian. Ok. Et c'est le mec, donc on était super potes au collège, et au lycée on s'est perdu de vue. Et on parle, je raconte ma vie, je raconte YouTube et tout. Ça faisait peut-être des années que vous vous étiez pas vus. Ouais, ça devait faire 1 an qu'on s'était pas vu. Parce qu'en fait, Ok. je l'avais déjà revu à des soirées du lycée il y a longtemps, mais en gros, ça fait longtemps qu'on n'était pas proches, tu vois. D'accord. Et donc je le recroise, ce mec-là, et on rigole, on va manger au kebab pas loin de là où j'habite, et on discute. Et il me parle du youtubeur Hamza, du coup. Donc, j'allais dire l'américain, mais il est pas américain, il est anglais. Ouais. D'Angleterre. Et de ses vidéos, il dit ouais, regarde la vidéo What to do when you get zero head. Donc je sais pas comment traduire, mais que faire quand t'as tout perdu en gros. Ouais. Et donc le gars te raconte ouais, t'as perdu ta meuf, t'as perdu tes potes, t'as perdu ton boulot, tu vis chez un pote ou chez tes parents. C'est moi, je regarde la vidéo, je fais c'est moi ce mec là. Et tu sais, je commence à regarder ses vidéos, à kiffer le mec. Donc là on est en octobre, et de octobre à décembre je me bouffe toutes ces vidéos, je deviens le fan hardcore de ce mec là, mais vraiment hardcore, parce que le mec, tu sais, je commence un peu ces trucs de bonnes habitudes, de se lever à la bonne heure, de sortir le matin, cardio, courir. Alors que j'aime pas courir, mais je cours tous les jours parce que ça fait vraiment du bien, comme Goggins. Excuse-moi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et du coup en décembre, je rediscute avec lui, et je dis que je veux reprendre ma chaîne, et à ce moment-là je reprends un peu des vidéos sur ma chaîne, en plus de Trash Bandicoot. Ce que je faisais, c'est des vidéos où je racontais ma vie. La toute première vidéo que j'ai faite s'appelle Survivre à Paris, où je raconte justement ce que je suis en train de te raconter là sur cette chaîne, qui n'est plus disponible. Et du coup, je raconte tout ça, mais ça prend pas, tu vois, c'est des vidéos où je raconte ma vie, mais ça intéresse pas tant de gens que ça, tu vois. Et je décide de reprendre le format de Hamza, c'est-à-dire en fait il y a une vidéo de Hamza que je vois avant ce moment-là qui s'appelle je crée une secte, voici mon plan honnête, tu vois. Et dans sa vidéo il dit faites des vidéos comme moi mais dans vos propres mots, et comme ça on met toute la terre au courant de ce truc là de dev perso, et tout le monde est content. Et la vidéo, je la regarde, je fais franchement je vais exactement faire ça. Au début j'étais un peu découragé parce que je voyais qu'il y avait plein de Français qui faisaient la même chose, tu vois, il y avait plein d'Anglais qui faisaient un peu des vidéos à la Hamza, tu sais, avec les intros en mode Wojak, tu sais, la merguez, le Hunter, Jeffrey Adonis, tout ça. Et je vois ça et je me dis ouais, mais pourquoi moi je percerais plus que ces mecs là qui font tout ce qu'Hamza a dit. Et je me dis ouais, mais en fait c'est un peu un enfoiré Hamza, il dit faites comme moi ça me fait de la pub, mais vous individuellement vous êtes collectivement vous êtes dilués, tu vois, en gros. Et donc je me dis bah c'est pas grave, je vais faire quand même, et je vais essayer de faire quand même des meilleures vidéos avec un meilleur rythme, meilleur montage, tout ce que je peux apporter que Hamza a pas, notamment en montage, je vais l'apporter. Et ça se trouve ça va prendre. Et ça a mis longtemps avant de prendre, ça a mis peut-être 2-3 mois avant que j'ai genre 10 000 abonnés. Mais une fois que j'ai passé les 10 000 abonnés, ça... En fait, à ce moment-là, ça fait déjà presque 10 ans ou 10 ans passés que t'es sur YouTube. Ouais. Niveau montage, niveau script, etc., c'est des choses que tu maîtrises. Exactement. Donc en fait, quand t'es parti avec cette idée en tête, tu savais exactement où aller. Ouais, complètement. Donc c'est ça qui t'a donné certainement l'avantage par rapport à tous les autres. Bien sûr, c'est l'expérience. Bien sûr.
Ok, Non. donc comment ça se passe le processus quand tu lances cette chaîne? Dans quel état d'esprit tu es? Quelles appréhensions, quelles attentes tu as par rapport à cette chaîne? Comment ça se passe? T'es pas si vieux en plus. Non, je suis pas vieux du tout, j'ai 19 ans. Du coup, comment ça se passe au début? Au début, je suis assez mal parce que, encore une fois, tu sais, j'ai quitté tout le monde. Je sais, je suis encore un peu dépressif de tous les gens que j'avais, de mon ex, de mes anciens potes et tout. Et du coup, je suis un peu triste et je me dis, tu sais quoi, l'objectif un peu malsain, c'est je vais faire une chaîne et tu sais, je vais devenir super connu et ils auront trop le seum parce qu'il y avait des bails où ils parlaient un peu dans mon dos, ce truc comme ça. Et bon, ce truc-là est complètement parti, c'était la rage du début, on va dire. Et j'ai commencé à faire ces vidéos-là, donc c'est ça l'état d'esprit au début. Comment j'ai fait, c'est qu'à la base j'appelais des monteurs potes de trash, tu vois, ou des gens qui montaient un peu pour trash mais un peu pour d'autres gens. Je leur disais ouais, tu peux monter cette vidéo et tout, et puis ils me la faisaient. Au final, le problème c'est que c'était des mecs qui étaient trop tu sais, ils pouvaient pas être là tout le temps. Ok. Donc il me fallait créer un vrai processus de recrutement, donc j'ai créé mon serveur Discord où les gens pouvaient aller et tu sais, les monteurs ont un rôle monteur en fait dedans. Et juste, j'ai partagé un formulaire, un Google Forms, où j'ai dit que je recrutais des gens, des gens pour monter les vidéos. Et c'est comme et en regardant le Google Forms, en regardant ce que les gens avaient fait, en regardant leur expérience, leurs tarifs et tout, je me suis créé une équipe parce que c'est ça la clé. Si tu veux faire plein de vidéos, si tu les écris, il faut les faire écrire par des gens. Si tu les écris pas, bah tant mieux, t'as juste à te filmer et à raconter ta vie comme je fais moi. Et le montage, tu peux pas faire 3 vidéos par semaine avec un seul monteur. En fait, il faut des rotations de monteurs. Donc, je dirais que si tu fais 3 vidéos par semaine, il en faut minimum 5 qui montent chacun une vidéo par semaine. Et tu peux te dire, du coup, non, il en faut 3. Mais non, parce que tu sais, des fois, il y en a qui sont pas là, des fois, il y en a qui ont des soucis et tout. Donc, il en faut 5 si tu fais 3 vidéos par semaine et qu'une vidéo prend une semaine à faire. Ok. Comment t'as mis ce processus en place? T'as commencé à recruter dès le départ? Ouais, dès le départ. Direct. Ok. Dès le début. Ok, et là t'as une équipe de combien de personnes? 5. Alors, 6 monteurs, un shorter, une graphiste pour les miniatures. C'est maintenant, je sais pas si tu regardes les miniatures, c'est des dessins de Wojak directement, Oui. c'est plus moi qui les vole à l'étranger, ça c'est fini maintenant. C'est que je paye une graphiste qui fait directement les designs comme je veux. Ok. Et donc donc il y a moi, la graphiste, le shorter, le shorter c'est le mec qui fait les sous-titres et tout, il poste aussi lui-même les vidéos, et les 6 monteurs principaux. On était 5 à la base, mais il y en a un qui décide de moins travailler sur la chaîne pour faire d'autres trucs, et ce qui se comprend, et du coup je prends quelqu'un d'autre pour faire le 5e monteur principal, et lui devient monteur secondaire quand il a le temps. Du coup j'ai 6 monteurs, 5 qui sont là souvent, un qui est pas là souvent, un shorter et une graphiste, voilà. Ok. Quel est ton rôle alors? Juste de te filmer devant la caméra? Est-ce que tu as un script? Comment ça se passe? Quel est ton emploi du temps par rapport à ta chaîne YouTube? L'emploi du temps, c'est de tourner 3 vidéos par semaine. Si possible plus. Tu sais, si j'en fais 4 une semaine, que la semaine d'après j'en fais 3, que la semaine d'après j'en refais 4, bah au final en 3 semaines j'ai chopé 2 vidéos d'avance. Oui. Tu comprends? Donc, l'objectif pour moi, ça va être de... je vais te dire, ça dépend, parce que parfois il n'y a pas de script du tout, et des fois j'ai besoin d'un script parce que des fois je suis paumé de fou. Des fois les vidéos font 20 minutes, des fois je vais regarder un peu les vidéos à l'étranger, voir ok il a dit quoi Hamza, il a dit quoi First Man, il a dit quoi Iman et tout. J'ai un peu regardé tout ça, je vais faire ok bah je vais faire cette vidéo là comme ça, et parfois pas du tout, parfois c'est juste, j'ai le thème, et même l'intro n'est pas écrite, tu vois, l'intro Merguez Hunter elle est pas écrite et je l'invente en direct. Donc ça va beaucoup dépendre. Je dirais que c'est jamais un vrai script. C'est jamais un vrai script. C'est toujours 2 pages sur un Google Doc où c'est des mots en fait qui des mots clés, des grandes lignes. Ouais, exactement, pour que je sache à peu près quoi dire. Mais c'est jamais Si des fois si j'ai des phrases chocs que j'aime bien et qu'il faut pas que j'oublie, tu sais, des fois j'écris la phrase en entière, mais c'est rare, tu vois. D'accord. À quoi ressemble ton quotidien de manière générale depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube? Est-ce que ta chaîne YouTube prend une énorme partie de tes semaines? Ouais. Ou comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Alors le quotidien, ah oui, non, excuse-moi, hein, mais du coup j'ai rencontré Elian, tout ça. Entre-temps, au moment où j'ai rencontré Elian, j'ai réussi à repartir à mon ancienne fac à Nancy pour refaire ma L2. Donc cette année, j'ai été à la fac. En fait, j'étais à Paris, j'ai fait 2-3 semaines où j'étais chez mes parents, où j'étais un peu déprimé, et mes parents m'ont dit ok, c'est bien d'être déprimé, mais c'est bien d'être déprimé avec un diplôme. Donc je vais à la fac, donc je reprends ma L2 de maths info à Nancy, avec 2-3 mois de retard.
Et donc la première semaine, c'était beaucoup, très peu ma chaîne YouTube et beaucoup rattraper les 3 mois de retard que j'avais eu sur tout le monde. Donc je passe le semestre. Et à la fin du premier semestre, donc vers fin décembre, là je me concentre vraiment à fond sur la chaîne, sur les vidéos Merguez Hunter, tout ça. Et là c'est le moment où je commence à sécher les cours, à écrire les textes, à y aller que pour les partiels ou pour les TD vraiment obligatoires. Donc oui, ça me prend une grande majorité de mon temps, mais de manière générale, mon développement personnel me prend énormément de temps. C'est-à-dire, typiquement si j'ai le choix d'aller à la salle ou d'aller à un CM, j'allais à la salle. Si j'avais le choix d'aller courir ou d'aller à un CM, j'allais courir. Et les études prennent une toute petite part et je fais vraiment que des vidéos, que travailler sur mes projets, que faire du sport, que ces trucs-là. J'étais fan de David Goggins à l'époque, j'avais mis un réveil, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une semaine. J'avais mis un réveil à côté de mon lit sur mon téléphone à 4h du matin. Sachant que je me couche, c'est des trucs pas possibles, tu vois, où je travaillais super tard, je me couchais genre à 1h du matin. Ah oui. Du coup, 4h du matin, le réveil sonne, et tu sais, moi je me rendors parce que je me dis, mais non, mais je suis un malade. Sauf que je suis pas con, j'ai remis un réveil juste après, à 4h01, et là je me dis, putain, c'est vrai, donc je me réveille, et je vais courir à Nancy, il y a une cité qui s'appelle le Haut-du-Lièvre, et je vais courir jusqu'au Haut-du-Lièvre, je redescends, et là je repars dormir, parce que tu sais, je me dis, ouais, mais qui ferait ça, comme David Goggins en fait. Ok. Donc ouais, ça me prend beaucoup de temps, et la fac prend une toute petite partie de ma vie, les maths, l'info, je révise plus du tout. Je passe l'année de justesse, alors sans aller au rattrapage, mais j'ai ma 2e année de justesse. Et on a eu un deal aussi avec mes parents là il y a pas longtemps, c'était que si j'avais les 5000 abonnés, donc là ça va arriver dans genre 2 semaines, tu vois, si j'avais les 5000 abonnés, je pouvais ne pas faire ma dernière année, donc ma 3e année, c'est l'année du diplôme, tu vois, ne pas la faire, et me concentrer 1 an, faire une année sabbatique pour travailler sur ma chaîne et voir comment ça rend. Du coup, ah oui, il fallait que je valide la 2e année aussi. Et du coup, comme les 2 conditions sont validées, enfin une est validée dans 10 jours, tu vois, bah c'est bon, je fais pas la 3e année. Ça fait quoi d'approcher les 100 000 abonnés ? En vrai, alors ça fait rien du tout parce que je m'y prépare tellement mentalement. Je pense que t'as eu ça aussi, toi. En fait, tu vois le truc tellement venir, tu vois la courbe depuis tellement longtemps, tu t'imagines tellement le truc. Ça fait quoi de se rendre compte qu'on va finir par atteindre les 100 000 abonnés alors ? Quand tu comprends que c'est même pas arriver. Bien pour moi de me demander parce que 100 000 abonnés, on les a sur Trash Bandicoot, on les a sur Club Pingouin, et donc c'est juste une 3e fois, tu vois. C'est une étape, quoi. Ouais, c'est une étape. Moi j'aime bien dire aux autres youtubeurs avec qui je parle et tout que 100 000 abonnés, c'est là où le vrai jeu commence. Et que avant, c'était pas vraiment youtubeur, et à 100 000 abonnés, c'est là que le vrai jeu commence. Donc pour moi, c'est pas... Là, je suis à 95K, je crois, donc c'est pas ouf de passer de 95K à 100K, mais c'est sûr que si au tout début de la chaîne, tu m'avais dit que j'aurais les 100 000 abonnés en si peu de temps, là, j'aurais été super content. Maintenant, je suis tellement préparé que... Tu l'as vu venir, oui. Ouais, quand je vais les avoir, je pense que ça va vraiment rien me faire. Du tout. Ok. Et par rapport au type de commentaires, alors peut-être que ça a plus d'impact sur toi. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce type de commentaires, sachant que tu es dans du développement personnel pur depuis bientôt une année. Ouais. Tu dois forcément aider beaucoup de gens. Ouais. Quel type de message est-ce que tu reçois ? Qu'est-ce que ça te fait quand tu lis ce genre de message ? Est-ce que ça a encore un impact sur toi ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois, par exemple, des messages très profonds d'abonnés qui peuvent te remercier sincèrement ? Ouais, il y a encore des messages qui me font vraiment plaisir. Alors c'est sûr que, tu sais, j'en reçois vraiment tous les jours, même des DM sur Insta, même des mails et tout. Les premiers, t'es trop heureux, t'as ce truc de fulfillment, t'es trop bien, tu vois, tu te dis, waouh, j'aide les gens et tout. Au bout d'un moment, ça fait un peu plus rien, mais enfin, ça fait plaisir, mais moins plaisir. Mais il y a quand même, encore aujourd'hui, certains messages très bien écrits, où tu sais, le gars, j'arrive à m'identifier à lui et tout. Et là, ça me fait vraiment plaisir, et je les screen, et je les mets sur mon téléphone, et je les garde, parce que ça me fait du bien parfois de les lire. Je suis pas maso comme Goggins au point de, tu sais... faire des mixtapes de haine. Ouais, exactement, je fais pas ça, non. Je fais ça, quand les commentaires sont gentils, je les screen et je les garde. Est-ce que t'as un commentaire négatif qui sort vraiment du lot, qui t'a marqué ou pas ? Non, bah au début il y avait les plagiats Hamza, mais bon, en vrai tous les mecs qui avaient commencé en même temps que moi, parce qu'Hamza avait commencé, se les prenaient aussi, donc ok. Je pense que c'est dur. T'es beaucoup plus dans un processus où tu te dis non, je pense savoir c'est quoi le commentaire qui me fait mal. C'est... il y a peut-être un commentaire qui me... C'est pas qui me fait mal, mais qui me
il m'énerve vraiment, ou alors il va me mettre mal, Un commentaire ou un type de commentaire? Non, un commentaire précis commentaire, ok. que j'ai déjà eu, mais il peut des fois réarriver sous d'autres façons. C'est une fois un mec qui m'a dit... euh, je sais pas comment il a dit, attends, je vais réfléchir, il a dit... tu ferais mieux de parler de jeux vidéo, tu vois, parce que du coup sur Trash Bandicoot et tout, donc en mode, Ok, c'est... Qu'est-ce que tu fais, c'est cringe, casse-toi et tout, retourne faire du jeu vidéo. d'accord, oui, Ça parce que ça fait mal. t'as fait vraiment un virage à 180 degrés, tu Ouais. faisais du divertissement, là tu pars dans du dev perso, peut-être même que tu déconseilles le divertissement dans tes vidéos. Ouais, ouais, en plus, oui, c'est une critique aussi que j'ai que... en plus, c'est une double critique parce que dans mes vidéos dev perso, ça m'arrive plein de fois de parler de concepts de jeux vidéo pour aller dans le sens de ton dev perso, même de concepts de manga et tout, de motivation, manga, jeux vidéo et tout. Et beaucoup, on va me dire ouais, mais Lohan, tu dis que le divertissement c'est pas bien, que les mangas c'est pas bien, que les jeux vidéo c'est pas bien. Mais pourtant, tu parles tout le temps de jeux vidéo, t'as même une chaîne de jeux vidéo, tu fais des lives de jeux vidéo avec Trash de temps en temps. Qu'est-ce que tu nous racontes J'ai envie de dire, mais tu sais, je dis pas que le jeu vidéo c'est pas bien, je dis que si t'es dans une phase de monk mode, de traversée du désert où tu dois beaucoup travailler, oui, pas de divertissement donc pas de jeux vidéo. Maintenant, évidemment que tu sais, ça fait partie de ma vie et qu'il y a des jeux vidéo, des mangas qui m'ont motivé de ouf. Et tu sais, j'ai aussi ce commentaire genre, oui, mais Lohan, moi, les mangas, les jeux vidéo, j'aime bien. Tu sais, j'aime bien regarder un épisode de Dragon Ball ou jouer à tel jeu et tout, ça me motive de ouf et ça peut m'aider dans mon développement personnel. Et bah oui, c'est bien, mais le truc c'est que si ça te motive à faire des pompes de regarder Dragon Ball, mais que tu regardes Dragon Ball toute la journée, tu les fais quand les pompes, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est cette histoire de balance, tu vois, et la balance c'est rarement plus d'1 heure par jour, c'est très peu, tu vois, en vrai. Bien sûr. Et je veux dire, une fois que tu l'as l'inspiration, une fois que t'es motivé, une fois que t'as joué à je sais pas quel jeu vidéo, que t'as regardé Naruto, que t'es bien, est-ce que t'as besoin d'y rejouer tous les jours et créer cette addiction? Non, mais tu sais, c'est un média, il y a des gens qui sont fans de cinéma, que ça les motive. Regarde, t'as un truc Rocky là, juste là. Quand tu regardes Rocky, t'es pas en train de faire des pompes, mais ça peut te motiver à faire des pompes. Par contre, le mec qui regarde que Rocky toute la journée, c'est comme si un mec regarde que tes vidéos toute la journée, ou que mes vidéos, ça reste du divertissement, tu vois. Tu sais, dans Motive-Action, il y a motive, mais il y a action. Si le mec il a que motive, ça sert à rien. Exactement. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui me parlent de jeux vidéo et tout. Oui, c'est bien les jeux vidéo, oui, c'est génial et tout, mais est-ce que t'as envie d'en faire ton lifestyle et de perdre trop de temps dessus, sachant que tu pourrais faire d'autres trucs? C'est ça le truc. Exactement. Et c'est pas du tout contradictoire en fait de faire Trash Bandicoot et de faire cette chaîne-là, mais ça n'a... Bien sûr, parce qu'il y a tout un processus. Quel est ton rapport avec... on parlait beaucoup de motivation, juste à l'instant. Quel est ton rapport avec la discipline? Comment tu réagis les jours où t'as pas envie de le faire? Est-ce que ça t'arrive régulièrement? Est-ce que c'est... ça dépend quoi. En vrai de vrai, je veux dire un truc, j'ai pas trop à faire face à ça parce que je suis assez motivé au quotidien pour faire mes trucs. Peut-être courir. Courir, c'est vraiment le truc que je déteste. Bah, je dirais que je puise quand même dans la motivation en fait. C'est-à-dire que si j'ai pas envie d'aller courir, et je vais pas me dire, eh bah va courir quand même parce que t'as pas le choix. Et je vais plutôt me dire, va courir quand même parce que c'est stylé, tu vois. Genre, t'as pas envie de courir et comme David Goggins, tu t'imagines sous la pluie et c'est stylé et tu pourras motiver des gens et inspirer des gens. Donc c'est toujours de la motivation en fait. Donc j'ai pas tellement de discipline et même en boxe taille, parce que je fais de la boxe taille. C'est pas moi en fait qui me force à me faire mal, à continuer à faire des pompes, à faire des burpees, à taper dans le sac. C'est que j'ai un coach qui est super énervé et c'est lui qui fait tout pour moi. C'est-à-dire, je sais que si je m'entraîne tout seul, je pourrais jamais atteindre le niveau d'intensité que avec mon coach. Mon coach, c'est un grand boxeur, c'est genre le tout premier français à être allé à l'UFC, c'est un malade mental. Ok. Tu parlais tout à l'heure d'une période quand t'étais encore à la fac. Ouais. Où t'étais déprimé, pour reprendre tes mots. Ouais. Comment s'est passée cette période? Comment elle s'est manifestée dans ton quotidien et comment tu t'en es sorti? Attends, je réfléchis. Donc, comment ça se manifestait dans mon quotidien? J'étais déjà tout seul tout le temps. Tu sais, mon pote Elian, c'était un mec qui un peu genre a tenté des business en ligne, à faire des trucs,
il était dans un truc d'immobilier qu'il a quitté. Là, il va devenir. Il est en train de faire suivre une formation pour être coach sportif, mais il tente les side hustles sur le côté et tout. Et du coup, lui, il n'était pas à Nancy dans ma ville. Il était loin, du coup, je le voyais assez rarement. Tu sais, des fois, quelques week-ends, il passait, il venait, il me faisait goûter du café, il me mettait des compilations Goggins, Andrew Tate, les trucs comme ça, et on était morts de rire devant les trucs là. Et ça nous motivait, on allait courir, on allait faire des trucs. Et donc. Ça, c'était les moments cool, mais du coup, il y avait beaucoup de moments où j'étais tout seul. Et donc, ça se manifestait comme ça, j'étais tout seul et je fixais mon plafond. Et je me demandais comment sortir de ce truc-là. Parce que je suis vraiment, vraiment pas du genre à être déprimé et à me dire bon, bah, c'est comme ça, tu vois. Genre, depuis que je suis tout petit, je fais des sports de combat, je fais des trucs. J'essaie de faire de la muscu, de suivre un peu du dev perso, même si ça fait que depuis pas longtemps que je suis vraiment à fond, mais j'ai toujours eu une bonne mentalité de ce point de vue-là. Et du coup, là, j'étais objectivement pas bien, et je fixais mon mur, et je me dis, ok, que faire pour aller bien? Et je savais que courir, différer ma gratification, souffrir pour ensuite aller mieux, c'était des trucs qui marchaient, c'était des trucs que Hamza, David Goggins, ils disaient tous. Du coup, j'y allais. J'allais courir, j'allais faire des vidéos, j'allais faire des trucs. Et c'est vrai que si t'es mal et pendant que tu cours, bah t'es moins mal, tu vois. Genre tu penses beaucoup moins parce que t'as d'autres trucs auxquels penser. Je pensais des fois à mes anciens potes, à Paris, à ces trucs-là. Et j'étais un peu triste. Mais j'allais chez Orlando, donc mon coach de boxe. J'allais chez lui en courant. Et pendant que j'allais chez lui, des fois, on faisait des sparring. T'as pas le temps de penser à ça quand t'es en sparring, parce que je veux dire, le truc, et surtout avec Orlando, c'est que si t'es concentré à juste 80%, c'est fini, t'es mort. Il faut être focus à 100%, du coup, t'as pas le temps de penser aux trucs qui te rendent triste. Donc c'était ça s'est manifesté comme ça. Je me suis dit, faut que je guérisse, que j'aille mieux. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à. Ok, tu t'es pas laissé le choix de guérir en fait. Ouais, je me suis fait un putain d'emploi du temps de robot que j'ai plutôt bien tenu, hein, tu sais. Les timetables, les emplois du temps et tout, c'est censé être un modèle et tout, et t'es pas censé suivre parfaitement, tu sais, il y a des aléas et tout. Et en vrai, pendant cette période-là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment bien tenu, et genre pendant 2-3 mois, on pouvait vraiment appeler ça un monk mode à fond. Et ça s'est bien passé. Et je dirais que depuis 2-3 mois, ça y est, je suis pleinement bien, j'ai plus aucune mauvaise pensée, je suis trop bien, je suis trop heureux depuis 3-4 mois. Donc le travail à payer. Ouais, genre là, depuis les 60 000 abonnés à peu près. D'accord, comment tu te sens aujourd'hui? Super bien, super heureux. Ça fait trop bizarre parce que du coup, tu sais, quand t'as été un peu déprimé et tout, de se dire, ce que j'ai. En même temps, tu sais, je le mérite quand même, j'ai travaillé pour et tout, mais j'ai des trucs qui font que j'ai pas de raison d'être triste. J'ai des bons potes, j'ai des gens avec qui je traîne, j'ai une super copine, j'ai des trucs comme ça, et j'ai pas de raison d'être triste. Le business tourne bien, tout tourne bien. Je suis heureux en fait, et c'est cool. Excellent, et t'es allé le chercher par toi-même, tu ouais, le mérites. C'est ça. Si tu l'as aujourd'hui, c'est pas par hasard. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis content. Bah félicitations pour ça. Merci. Je vais enchaîner sur une question. Tu me dis que qu'aujourd'hui tu te sens très bien, etc. On va partir sur le côté opposé. Depuis ta naissance, quelle a été la période de ta vie la plus difficile? Est-ce que c'est primaire, collège, lycée? Est-ce que c'est cette dépression? C'est très facile, c'est le deuil de ma grand-mère quand j'étais en seconde. Donc je viens de rejoindre Trash à cette époque-là. En gros, ma grand-mère vivait à la maison. C'est-à-dire, c'est comme si t'avais 3 parents. Okay. Gros, tu vois, ma grand-mère vivait à la maison et je dormais avec elle en plus. Donc c'est vraiment... donc ma grand-mère qui a fui l'Iran avec ma mère, qui a vécu plein de trucs. Son mari s'est fait tuer, plein de trucs horribles. Sa fille s'est fait tuer, donc ma tante, tu vois. Donc plein de trucs horribles en Iran. Elle arrive en France, elle nous met tous trop bien. Elle travaille dur, enfin ma mère aussi travaille dur parce que ma mère avait déjà genre 15 ans quand elle est arrivée en France. Donc c'est ma mère et ma grand-mère ensemble qui nous mettent bien, qui nous font un bon avenir, on a une maison, des trucs comme ça. On va à l'école. Et donc ma grand-mère, je l'aime beaucoup, j'avais beaucoup de respect pour elle, mais même ma mère en fait. Et en fait, c'est comme si on vivait à 5 à la maison, moi, ma soeur, mes 2 parents et ma grand-mère qui était genre ma deuxième mère parce que... Okay. Faut vraiment imaginer que c'est comme si t'avais 3 parents en fait. Et bah il y en a un qui meurt. Et du coup j'avais 15 ans je crois, ou 14 ans. Donc j'étais en seconde. Et
Et donc ça fait 14 ans que je la connaissais, quoi. Et j'étais trop triste et j'ai genre été dépressif pendant 1 an et demi, peut-être. Ouais, 1 an et demi. D'accord. Peut-être 2 ans. Comment t'as accueilli la nouvelle? C'était brutal, c'était prévisible, c'était du jour au lendemain? Non, c'était prévisible. Non, c'était assez du jour au lendemain, mais assez prévisible en même temps. C'est-à-dire, genre, elle allait pas bien depuis 1 mois. Mais c'était juste 1 mois, tu vois. C'était pas comme 2 mois avant, j'aurais pas pu le savoir. Ok. Mais 1 mois avant, elle commençait à avoir des problèmes de santé, des trucs comme ça. Sa sœur en Iran venait de mourir en fait, et ça l'a mis mal. Et parce que c'est la seule qui est partie de l'Iran. Enfin, non, c'est pas la seule, mais c'est la seule qui est arrivée en France et est restée des gens en Iran. Et sa sœur, la sœur de ma grand-mère, venait de mourir. Et elle était super déprimée et tout. Et elle s'est laissée mourir en fait à ce moment-là. Et 1 mois plus tard, elle était plus là. Et j'étais super triste. Wow. Ok, en plus, donc t'as vécu. Vous avez toujours vécu ensemble avec tes parents, En fait, ta grand-mère. Ça alternait un peu, mais elle était plus chez moi, entre chez mon oncle et chez moi. D'accord. Ouais, très Mais très mon oncle proche. habitait vraiment à côté, genre on habite Ok. dans le même village. T'as mis longtemps à t'en remettre? Comment Ouais. ça s'est déroulé? Ouais, j'ai mis j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre. Tu sais, des fois j'étais en cours en seconde, je levais la main, je partais chialer aux toilettes parce que tu sais, tu peux pas te retenir de chialer quand ça arrive. Et ouais, j'ai mis super longtemps à m'en remettre. Je dirais qu'1 an et demi plus tard, j'y pensais plus trop, même, tu sais, même là en vrai j'y pense encore, c'est pas n'importe qui, j'ai passé 14 ans avec Bien elle. sûr, bien sûr. Et beaucoup moins, ça va, je suis plus dépressif et tout, mais je l'ai très mal vécu, même sur le coup, je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, genre en 1 semaine, tu vois. Wow. Genre la première semaine, je n'ai fait que ça, au moment de l'annonce, je n'ai fait que ça, j'étais super déprimé, ça se ressentait dans mon travail sur Trash, ça se ressentait sur ma chaîne, ça se J'imagine ressentait bien. partout, je travaillais plus, tu sais, je pondais un script tous les 3 mois, Wow. voilà. Ok. Et même sur mes notes, surtout. Je séchais les cours. Et aujourd'hui, comment ça va mieux? Bah oui, évidemment. Ça t'affecte toujours forcément, mais c'est plus gérable. Ouais, et puis c'est quand je repense à ma grand-mère, c'est les bons souvenirs qui reviennent, tu vois, c'est cool. Et je me dis pas, oh non, Ok. elle est morte et tout. C'est normal que les grands-parents meurent assez tôt, tu vois, genre, tu sais, vers 20 ans, c'est assez normal en vrai. Donc je me dis, bah, tout le monde vit ça en vrai. Bah, je me permets de te demander maintenant que tu es moins affecté, Mhm. impacté par cette nouvelle. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un à qui ça arrive? Je voulais en faire une vidéo, mais c'est très bien, je vais en parler ici. Tu t'autorises des moments où tu pleures, tu t'autorises des moments où tu pleures pas. Il faut en fait s'autoriser les 2 moments. C'est-à-dire, il y a des moments où tu t'autorises de chialer, parce que tu sais, c'est intenable et tout. Et il y a des moments où tu te l'interdis. Et c'est ce que j'avais pas fait à l'époque. Moi, j'étais tout le temps en train de chialer en fait. Et enfin, en tout cas au début, j'étais tout le temps mal et tout. Et il y a des moments, tu sais, quand je me pose devant l'ordi, quand je dois faire un script, quand je dois travailler, quand je dois faire du sport, c'est pas des moments où je dois penser à ma grand-mère et pleurer. Non, c'est des moments où je dois avoir l'esprit occupé. Et en vrai, même si t'es très triste, si t'as suffisamment l'esprit occupé, c'est ce qu'on disait à propos du combat tout à l'heure. Si t'as suffisamment l'esprit occupé, t'y penses beaucoup moins, tu vois. Oui. Et t'as moins de chances de pleurer si t'es en train de boxer que si t'es dans ton lit. Donc tu t'autorises des moments où t'es dans ton lit, où t'as rien de productif à faire et tu pleures parce que tu sais, tu peux pas la cacher l'émotion, en tous les cas tu peux pas la camoufler, l'émotion va forcément arriver, tu vas forcément... Si quelqu'un de ta famille vient de mourir et que tu vis un gros deuil en ce moment, prépare-toi pour 1 an et demi, peut-être 2 ans, peut-être plus, où tu vas forcément être triste, tu vois, et tu peux pas ne pas être triste. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la tristesse? C'est ça qui est important. À partir de l'émotion tristesse, tu peux pleurer, manger de la glace et regarder des films tristes, mais tu peux aussi pleurer, faire des pompes et créer une chaîne YouTube. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça n'empêche pas que t'es triste, ça n'empêche pas que tu pleures. Mais il y a un moment où t'es plus triste. Il y a un moment de 2-3 ans où voilà, le deuil a fait son effet. C'est pareil pour les ruptures, c'est pareil pour tout. Il y a un moment où t'es plus triste du tout en fait. Et quand t'es plus triste, mieux vaut regarder derrière soi et se dire ah putain, j'ai fait tout ça, plutôt que de regarder derrière soi et de se dire bon bah Quand le deuil est terminé, le prochain arrive par rapport au fait que tu n'aies rien fait pendant Voilà, tout c'est ce ça. temps. C'est ça. Ok. Waouh. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu
de qui que ce soit. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? C'est celui-là, c'est mon oncle qui m'a dit ça en fait. C'est littéralement celui-là. Mais en fait, parce que c'est gérer les deuils, c'est gérer les ruptures, en fait, c'est gérer la tristesse de manière générale. Les émotions. Quand t'es triste, tu sais, c'est de l'énergie, il y en a qui disent ça, mais moi j'y crois vraiment. Quand t'as de l'énergie en toi, tu peux l'utiliser dans quelque chose de productif, ou tu peux manger de la glace, tu vois, genre, tu sais, tu viens de te faire quitter. T'as le choix entre manger de la glace, regarder des films tristes, pleurer, aller en boîte, pécho des meufs, faire tous ces trucs-là, ou être triste et faire des pompes. Et bah c'est toujours mieux que de faire des pompes. Et au bout d'un moment, bah tu trouves quelqu'un d'autre, et au bout d'un moment, tu t'oublies, t'es plus amoureux, en fait tu te rends compte que la meuf était pas si ouf que ça, et t'oublies tous ces trucs-là. Et t'es content d'avoir fait des pompes plutôt que d'avoir mangé de la glace, tu vois. Parfait. Donc c'est ça le bon conseil, c'est d'utiliser les émotions négatives dans quelque chose de productif, parce que dans tous les cas, au bout d'un moment, la négativité, elle s'en va, tu vois. Quel est le pire conseil que tu aies jamais reçu? Attends, le pire conseil que j'ai jamais reçu? Je sais pas, attends. Ça me vient pas en tête là tout de suite. Peut-être si d'un professeur, d'un ami, un parent. Sinon, bah je dirais que c'est le truc, tu sais, et un diplôme, fais ces trucs-là, t'occupes pas de tes vidéos. Intègre-toi. Ouais, voilà, mais c'est pas un conseil d'une personne en particulier, c'est tout le monde un peu disait ça, même mes parents, mais c'est normal, ma mère elle est iranienne, études, machin et tout, c'est logique, hein. Mais ça c'est un mauvais conseil parce que c'est pas adapté à tout le monde et c'est pas adapté à moi. Ok. T'étais quel type d'élève à l'école? J'étais un très bon élève. Dès le plus jeune âge? Dès le plus jeune âge, sauf pendant la période de deuil, mais sinon j'ai toujours réussi sans bosser, j'ai passé une classe, ça a toujours été facile pour moi à l'école, même les maths et tout, même à la fac, ça va. J'ai eu des facilités en maths et en informatique depuis toujours. Ok. J'ai pas trop été un mauvais élève. D'accord, et donc tu as terminé ton cursus scolaire il y a quelques mois, c'est ça? Ouais, il y a quelques mois. Ok. Quel type, un diplôme Non, justement, j'ai pas fait ma 3e année pour avoir mon diplôme, j'ai juste fait la 2e année. Là, je partais pour ma 3e année, mais finalement, je vais plutôt me concentrer sur mes vidéos, et au pire, ça marche pas, je referai ma 3e année, mais... Ok. Je crois pas, quoi. Mais oui, j'ai eu ça, et dis-toi que je l'ai eu sans aller en cours. Donc c'est sans aller en cours et sans travailler, j'ai eu mes 2 premières années de maths info, donc ça va. D'accord. Comment je pourrais formuler ça? Quels sont tes prochains gros objectifs sur la liste? Ouais. 1 million d'abonnés, ça serait pas mal. Et une grosse ceinture en boxe taille. Et j'allais dire ceinture mondiale, mais le truc c'est que ça, tu sais, ça dépend des fédés et tout. Donc une grosse ceinture. Une ceinture, tu sais, street cred qui est respectée, voilà. Ok. C'est les 2 trucs là. Ok, du coup en boxe taille, quel est ton quotidien par rapport à ça? Combien je d'entraînements par semaine? Quelle Alors, intensité? là actuellement il n'y a plus d'entraînement parce que le club est fermé, parce qu'on a des soucis avec le propriétaire et tout. Mais normalement c'est 2 fois par semaine. Ok. 2 fois par semaine. Et à la maison, tu cours, tu t'entraînes peut-être Je cours tous les jours. Ok. Je cours tous les jours et je fais de la muscu. T'as des combats déjà ou pas encore? J'en ai un bientôt en Hollande, ça va être mon premier combat. En Hollande? Ouais. Ok. Ouais. Dans une ville, j'ai oublié le nom, un truc qui finit C'est par quand ça? Bure. Je sais pas encore. Ok. Mais ça se décale tout le temps. À la base, ça devait être il y a plus longtemps. Mais. Enfin, je sais pas si tu fais un peu des sports de combat et tout. Boxe anglaise. Ouais, ça se décale tout le temps. Il y a des embrouilles et tout. Et quand t'as la date du combat, si c'est la première, t'as 50% de chance que soit toi, soit l'adversaire. Donc là, ce sera ton premier combat. Ça va être mon premier vrai combat. Ok, t'as eu l'annonce il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais, mais ça fait 2 fois qu'il est décalé là. Ok. Mais ouais, ça fait longtemps. Tes appréhensions, comment tu te sens par rapport à ça? J'ai pas peur du tout. T'es prêt? Ouais, j'ai vraiment pas peur du tout, je suis vraiment prêt. Alors que c'est un Hollandais et les Hollandais sont très forts, mais je... Donc 1 million d'abonnés sur YouTube. Ouais. Une ceinture en boxe taille. Ouais. Une grosse ceinture, pardon. Une grosse ceinture. D'autres choses qui te viennent en tête? Non, c'est bon, c'est tout. Ok. Donc j'imagine que tu focalises toute ton énergie au quotidien dans ces 2 objectifs principaux. C'est ça. Bah, YouTube là actuellement. En fait, je vais faire un par un, tu vois. Là c'est YouTube. Okay. Et une fois que YouTube c'est fini, et ça se trouve je vais m'en désintéresser de YouTube. Ça se trouve à 600 000 abonnés ou à 300 000 abonnés ou même là à 115 000 abonnés, ça se trouve, tu sais, d'un coup ça va plus m'intéresser et je vais vouloir avoir un autre objectif, genre tu sais d'un coup faire beaucoup d'argent parce que si je veux devenir pro en boxe taille, faut pas se leurrer, il faut que je fasse que ça de ma vie. Donc il faut que je me fasse d'abord un max de fric. Donc ça peut être d'abord faire beaucoup d'argent.
et ensuite directement partir me concentrer que sur la boxe taille. Mais pour l'instant, actuellement, c'est YouTube. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder, un message que tu aimerais partager à la communauté, à nos deux communautés, quelque chose qui te tient à cœur, un conseil, quelque chose qui te vient en tête? Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est le meilleur conseil que j'ai eu, c'est toujours ça, c'est... le conseil en or de la vidéo. Le conseil en or de la vidéo, peu importe la négativité que tu as actuellement, rupture, deuil, trauma, quoique trauma c'est différent, donc on va pas parler de ça, c'est trop compliqué et tout, mais il y a des livres sur le sujet. Quelle que soit la négativité que tu as actuellement, elle finit par s'en aller. Genre, t'es triste parce que ta meuf t'a quitté, je te garantis que, je sais pas t'as quel âge, mais je sais pas t'as quel âge, si t'as moins de 25 ans, je te garantis que dans 3 ans, je prends les paris, tu n'y penses plus du tout. Peu importe, ça fait combien de temps que t'étais avec. Même ta mère vient de mourir, bon, c'était dur, mais je te garantis que dans 5 ans, t'y penses plus du tout. C'est des 10 ans peut-être, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça part. Et quand t'es triste, quand t'es en colère, peu importe l'émotion que t'as le choix de faire 2 choses avec, t'as le choix d'utiliser dans quelque chose de pas productif, parce que l'émotion, l'énergie, elle doit être transformée, tu vois. Elle peut pas être, entre guillemets, réduite, tu vois. Tu t'es obligé de l'utiliser, l'énergie. Oui. Donc tu peux l'utiliser en mangeant des glaces, en allant pécho des meufs en soirée, tu peux faire tout ça. Mais tu peux aussi l'utiliser en faisant des pompes, en ouvrant une chaîne YouTube comme moi j'ai fait, en lançant, je sais pas, putain de business, de dropshipping, n'importe quoi. Ou après, une fois que l'émotion est passée, tu peux regarder derrière toi et te dire ok, j'ai fait tout ça, tu vois, ça n'a pas servi. Et c'est ce que je me dis maintenant. J'ai l'impression d'avoir fait un sprint qui a la durée d'un marathon en fait, parce que pendant que j'ai fait cette chaîne YouTube, j'ai fait 3 vidéos par semaine, toutes les semaines, et j'ai jamais lâché, et j'ai fait que ça, et maintenant je me retourne, maintenant tu sais, je suis plus triste pour rien et tout, maintenant je me retourne et je me dis waouh, j'ai fait tout ça, on est 100 000 en quelques mois, et c'est mieux de se dire ça que de se dire ah je suis content, je suis plus triste, mais il y a rien, tu vois, et aussi je suis vraiment moi, c'est-à-dire les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que comment je parle dans les vidéos, c'est comment je suis dans la vraie vie. Et quand j'allume la caméra, c'est comme si je parlais à mon pote. Ça en est un bon exemple. Ouais, là ouais, c'est ce qu'on fait en fait là. C'est exactement ça, je suis comme dans mes vidéos là actuellement. Mais oui, et c'est aussi un conseil que je donnerais, si tu veux te lancer dans le dev perso pour le coup. C'est différent en fonction des niches, parce qu'il y a plein de niches différentes qui ont leur code différent. Si tu veux te lancer dans le dev perso, tu sais, sauf, ça dépend, parce que encore là il y a des exceptions, parce que tu sais, bon bref, il faut pas trop lire un texte, il faut vraiment qu'on ait l'impression que tu sois naturel. Mais même encore là, tu sais, je repense à des youtubeurs où c'est pas le cas, et il y a des exceptions si c'est bien monté, si tu veux un rendu propre, tu vois ce que je veux dire. Oui. Maintenant, si tu veux faire des vidéos comme moi, n'écris pas de texte et parle d'un sujet n'importe lequel. À la limite, tu vas bouquiner un peu sur le sujet, tu vas regarder des articles, tu vas regarder des vidéos sur le sujet en anglais, n'importe où, machin, mais t'écris pas de texte à partir de ce que t'as vu. Juste, tu retiens et tu balances. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Par rapport à ton expérience, par rapport à ce qui sort, par rapport... Ok. Exact, c'est vraiment ce qu'il faut faire, et c'est ce qui donne le meilleur rendu, les meilleures vidéos, et aussi, en termes business, tout, le meilleur personal brand, parce que les gens s'attachent plus à toi si ça se voit que t'es naturel. Tu peux pas fake le naturel. Enfin, si tu peux, mais c'est très compliqué de fake le naturel. Sur le long terme, quasiment impossible. Si tu dois organiser des rencontres, si tu dois organiser des podcasts, il va y avoir des problèmes. Si tu fais 3 vidéos par semaine et que tu veux tenir ça 1 an, c'est pas possible. Exact. Ça commence là déjà. Parler de discipline, etc. Forcément, il y a des moments où tu as des coups de mou. Moi, ça fait 4 ans bientôt que je tiens une vidéo tous les 3 jours constamment. Et c'est... Tu m'étonnes. Personnellement, moi, la partie la plus compliquée, parce que pendant 2 ans à peu près, j'ai tout fait tout seul, avant de m'entourer d'une seule personne, d'un seul monteur à l'époque. C'est les enregistrements micro, où vraiment je vais rentrer dans la peau de l'orateur, essayer de reproduire, comment dirais-je, livrer son message de la manière dont lui il a livré. C'est vraiment pas seulement du doublage, c'est vraiment rentrer dans la peau et transmettre le message, transmettre l'énergie. Et franchement, 8 à 9 fois sur 10, c'est full discipline. C'est franchement, à part des grosses vidéos, je sais que vraiment elles m'ont marqué, quoi. Elles m'ont déstabilisé pendant que j'étais en train de les repérer. À part ça, c'est vraiment full discipline. Et pour moi, ça me convient très bien, parce que même si je prends pas forcément de plaisir à faire ça, comme on disait tout à l'heure, tu te retournes, qu'est-ce que j'ai fait les 3, 4, 5 dernières années? Ok, j'ai fait 500 vidéos.
On est bientôt au demi-million d'abonnés. On a généré ça, je suis à mon compte, etc. En toute humilité, tu vois. Le travail a été fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être droit dans mes pompes et de continuer à avancer, de créer des projets, de créer un podcast, de créer un camp d'entraînement. Je t'ai montré la vidéo juste avant, elle va sortir très, très, très bientôt sur la chaîne. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce projet déjà? Énorme, moi je signe. Moi je signe pour le prochain. Ok, carrément. La vidéo sera sortie ou pas à ce moment? Je sais pas du tout, je pense. Ok, bon, bah, les gens auront vu, mais c'est vraiment stylé. Voir tout le monde là en caleçon dans le truc tout froid, j'ai trop envie de le faire. Même les ponts, même les sparring et tout, j'ai trop envie de faire ça. Ça trop kiffant. Et bah ce sera avec grand plaisir de t'accueillir à la prochaine édition. On en reparlera de toute façon le temps que ça s'organise. Et puis voilà. Écoute Lohan, moi j'ai adoré cette conversation avec toi. Moi aussi. Un grand plaisir de te rencontrer, d'apprendre à te connaître, même si ça fait très peu de temps qu'on est face à face, qu'on discute. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une conclusion pour ce podcast? Quoi que ce soit, peu importe. Le camp d'entraînement, trop stylé. Et j'encourage les gens à signer parce que j'ai envie de le faire. Et je sais que quand je le ferai, je le partagerai aussi à des gens sur mon serveur Discord pour que les gens viennent aussi. Bah écoute, on organisera ça comme il se doit. Bah écoute, je te propose de rester sur ça, Lohan. Okay. C'était un grand plaisir, un honneur de te rencontrer. Franchement, très belle personne, très bonne énergie. C'est gentil. Franchement, c'est un vrai plaisir. Pourquoi pas un futur épisode par la suite, par rapport à nos différents parcours, la suite de ton évolution, le jour où tu ramèneras cette grosse ceinture de boxe taille, pourquoi pas. Et puis d'ici là, prends soin de toi, continue ton parcours, tu m'as l'air très très clair dans tes pensées, tu sais où tu veux aller, tes objectifs sont posés, tu es ressorti de périodes difficiles, plus d'une, et la tête haute, donc franchement mec, bah bravo, je te serre la main. Beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ça marche.